Sur la chaîne Histoire de nuit, nous explorons le passé pour vous aider à vous détendre et à vous endormir confortablement. Abonnez-vous et aimez. À la fin de la narration, vous serez plongé dans un sommeil profond. Fermez les yeux, le récit commence. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage fascinant à travers l'histoire de la Russie, couvrant une période clé allant du prince Oleg à Ivan le Terrible. Au cours des 500 dernières années, la Russie s'est transformée, passant du règne des premiers princes varegs avec leurs compagnons à la création d'un État centralisé, concentrant le pouvoir entre les mains d'un seul monarque. Cette étape de l'histoire est remplie d'intrigues, d'événements inattendus et de drames. Nous examinerons pourquoi le baptême de la Russie a été non seulement un acte spirituel, mais aussi un pas politique, ainsi que la manière dont les Mongols ont pu conquérir les terres russes sans jamais réussir à les soumettre complètement. Nous discuterons de la façon dont la vaste Moscou, alors petite et méconnue, a réussi à triompher de puissants ennemis et à devenir le centre de la Russie. De plus, nous découvrirons qui était Ivan le Terrible, un tyran cruel ou un réformateur visionnaire. L'histoire de la Russie comprend non seulement des chroniques, mais aussi de nombreux mythes et légendes façonnant notre compréhension du passé. Nous avons entendu parler du prince Oleg, prétendument mort à cause d'un serpent caché dans le crâne de son cheval, et de la princesse Olga, qui a vengé les Drevliens avec l'aide de pigeons. On parlait également du bouclier aux portes de Constantinople, laissé par Oleg, en signe de victoire sur Byzance. On évoque souvent l'histoire de la façon dont Ivan le Terrible a tué son fils. Mais dans quelle mesure ces événements correspondent-ils à la réalité? Aujourd'hui, nous analyserons ces mythes, déterminant lesquels peuvent être considérés comme des faits historiques et lesquels ont émergé pour des raisons politiques ou de propagande. Le prince Oleg occupait une place importante dans l'histoire de la Russie primitive, son règne marquant le début d'une active consolidation politique des territoires slaves orientaux. Il est devenu le premier souverain connu à avoir uni les terres russes du nord et du sud, ce qui a conféré un avantage stratégique sur la route commerciale vitale reliant les Varegs aux Grecs. Ces activités incluent non seulement des campagnes militaires, mais aussi des relations diplomatiques complexes avec Byzance, ainsi que des mesures internes pour renforcer le pouvoir de Kiev sur les terres voisines. Cependant, les sources concernant le prince Oleg sont limitées. La principale d'entre elles est la Chronique des temps passés, rédigée plusieurs siècles après sa mort, ce qui rend sa personnalité quelque peu mythologisée. Les chroniques byzantines et arabes mentionnent rarement Oleg directement, mais elles confirment l'existence des Russes en tant que force militaire représentant une menace pour Byzance au début du Xe siècle. Après la mort de Rurik vers 879, Oleg, devenu de facto le dirigeant de Novgorod, agissant au nom du jeune prince Igor. Cependant, sa position à Novgorod ne se limitait guère à un simple régent. Il est probable qu'il soit devenu un chef militaire expérimenté et qu'il ait réussi à établir un contrôle sur la troupe varègue. À cette époque, Novgorod était un important centre commercial, mais son importance était inférieure à celle de Kiev, qui tirait profit du contrôle des voies fluviales sur le Dniepr. Comprenant la nécessité de gérer les routes commerciales du Sud, Oleg a commencé son expansion. En 882, il a formé une armée composée de Varegs de Novgorod et d'alliés issus des tribus finno-ougriennes et slaves, et s'est dirigé vers le sud. Il a conquis Smolensk, y laissant une garnison, puis a soumis Lyubich
et d'autres villes clés sur le chemin de Kiev. À cette époque, Kiev était dirigé par Askold et Dir, dont l'origine suscite des débats. Selon la chronique des temps passés, ils étaient des compagnons de Rurik qui avaient eux-mêmes pris le pouvoir à Kiev. Cependant, il existe une version selon laquelle ils étaient des princes varegs indépendants, et peut-être parmi les premiers princes chrétiens de la Russie, car à cette époque, l'influence de Byzance se faisait déjà sentir à Kiev. Oleg, utilisant la diplomatie et une stratégie militaire, a attiré Askold et Dir hors de Kiev, présentant le jeune Igor comme l'héritier légitime de Rurik et déclarant qu'ils n'avaient pas de droit au trône. En conséquence, ils furent tués, et Oleg déclara Kiev comme sa nouvelle capitale, proclamant que cette ville soit la mère des villes russes. Cet épisode illustre clairement la légitimation de son pouvoir. En éliminant les précédents dirigeants, Oleg se positionnait non pas comme un conquérant, mais comme le légitime continuateur de la dynastie de Rurik. Son choix de Kiev comme capitale était stratégiquement important, car il assurait le contrôle sur une route commerciale clé de la Russie et posait les bases d'un pouvoir centralisé pour l'avenir. Ayant établi son autorité à Kiev, Oleg a commencé à étendre son contrôle sur les tribus voisines, soumettant les Drevlians, les Severians et les Rodimiches. Il a mis en place un système de tribus, permettant à Kiev de tirer un avantage économique des territoires vassaux. L'établissement du pouvoir de Kiev dans ces régions a constitué une étape clé vers l'unification politique de la Russie. Son expédition la plus marquante fut celle contre Constantinople en 907. Selon la chronique des temps passés, Oleg a rassemblé une immense armée de 2000 dracars et s'est dirigé vers la capitale byzantine. Les Byzantins, fermant la ville, ont refusé le combat ouvert, après quoi Oleg a utilisé une tactique inhabituelle. Il a ordonné de mettre les navires sur des roues et de les déplacer par terre jusqu'au mur de la ville, ce qui a terrifié les Byzantins. En fin de compte, ils ont accepté de conclure un traité de paix. Les sources byzantines ne mentionnent pas cette expédition, ce qui remet en question la description chronologique des événements. Néanmoins, le fait de la conclusion d'un traité russo-byzantin est confirmé. En 911, un accord a été signé, accordant aux marchands russes le droit de commerce sans droit de douane à Constantinople, ainsi que la possibilité de passer l'hiver et de se ravitailler dans les villes byzantines. Cela est devenu l'un des premiers témoignages écrits des relations diplomatiques entre la Russie et Byzance. L'épisode où Oleg cloue un bouclier aux portes de Constantinople est probablement une légende ajoutée ultérieurement, car dans la tradition médiévale, de tels actes symboliques étaient souvent attribués aux dirigeants pour souligner leur réalisation militaire. Cependant, la véritable valeur de l'expédition d'Oleg résidait dans le fait qu'elle a assuré des conditions commerciales avantageuses et a établi la Russie comme un acteur sérieux sur la scène internationale. Le règne d'Oleg s'est terminé vers 912. Les chroniques rapportent que sa mort a été prédite par un devin qui a déclaré que le prince périrait à cause de son cheval. Pour éviter ce sort, Oleg a renoncé à son cheval de bataille. Cependant, des années plus tard, apprenant la mort de l'animal, il a décidé de voir les restes de la bête. En s'approchant du crâne du cheval, il a été mordu par un serpent, ce qui a conduit à sa mort. Après la mort d'Oleg, la Rus de Kiev est entrée dans une nouvelle phase de son développement. L'unification des terres du Nord et du Sud a constitué un pas important en avant, bien que l'État soit resté instable, car les tribus dépendantes ne reconnaissaient pas toujours l'autorité de Kiev.
Les positions de la Russe sur la scène internationale nécessitaient un renforcement, tandis qu'à l'intérieur de l'État, il manquait un système de gestion clair. Dans un contexte d'instabilité, le prince Igor Rurikovich a hérité du pouvoir, devant s'appuyer à la fois sur la force militaire et une politique intérieure judicieuse. Fils de Rurik, il est devenu prince de Kiev après la mort d'Oleg vers 912 et a dirigé la Russe au cours de la première moitié du Xe siècle. Igor a poursuivi la politique de son prédécesseur, cherchant à renforcer l'influence de Kiev et les relations tributaires avec les tribus dépendantes. Cependant, c'est sous son règne que des signes sérieux d'instabilité du pouvoir ont commencé à apparaître. De nombreuses de tribus payaient leur tribut à contre-cœur, ce qui nécessitait des expéditions militaires régulières pour maintenir le contrôle. L'un des axes clés de la politique extérieure d'Igor fut Byzance. En 941, il a initié une grande expédition contre Constantinople, espérant reproduire le succès de son prédécesseur, Oleg, et ravager les territoires byzantins dans le nord de la mer Noire. Cependant, l'assaut sur la capitale s'est soldé par un échec. Les Byzantins ont utilisé le feu grégeois, une substance inflammable spéciale, capable de détruire des navires en mer, ce qui a entraîné des pertes significatives dans la flotte russe et a contraint Igor à battre en retraite. Malgré cette défaite, le prince n'a pas abandonné l'idée d'établir un nouveau traité avec Byzance et a envoyé une ambassade à Constantinople en 944. À l'issue des négociations, un nouveau traité commercial a été conclu, mais ses conditions se sont révélées moins favorables que celles de l'accord signé par Oleg. Bien que Kiev ait conservé le droit de commercer avec Byzance, les Byzantins ont imposé des conditions plus strictes, ce qui indiquait un affaiblissement de l'influence de la Russe après la défaite militaire. Les principaux problèmes d'Igor étaient liés non pas à la politique extérieure, mais à la politique intérieure. Pour assurer son autorité princière, il avait besoin de ressources considérables, notamment pour maintenir la Droujina sur laquelle il comptait. Son désir d'augmenter les collectes de tribut a conduit à une grande révolte des Drevlians. Cette tribu slave orientale était dépendante de Kiev et payait déjà un tribut, mais Igor a décidé d'augmenter le montant des collectes. En 945, il s'est rendu sur les terres des Drevlians avec sa Droujina pour percevoir le tribut. Après avoir reçu le paiement habituel, il a exigé des sommes supplémentaires, ce qui a provoqué le mécontentement des habitants locaux. Lorsque le prince et sa Droujina sont partis, il a changé d'avis et est revenu pour réclamer de nouveaux tributs. Cette demande supplémentaire a déclenché une révolte. Les Drevlians ont attaqué Igor et ses guerriers. Selon la version chronologique, le prince a été capturé et exécuté de manière barbare. Il a été attaché à 2 arbres pliés qui ont ensuite été redressés, déchirant son corps. Bien que cet épisode semble légendaire, le fait que la mort d'Igor ait été violente confirme que sa politique fiscale a rencontré une forte résistance. La mort d'Igor a placé Kiev dans une situation délicate, car l'État est resté sans dirigeant, et son héritier Sviatoslav était encore mineur, ce qui a remis en question l'autorité du pouvoir princier. La situation a été redressée par la princesse Olga, veuve d'Igor, qui a pris en charge la régence pour son fils. Sa première tâche a été de réprimer la révolte des Drevlians et de venger l'assassinat de son mari. La chronique décrit ces mesures de réponse comme une campagne systématique d'intimidation, composée de plusieurs étapes. Lorsque les Drevlians ont compris que l'assassinat d'Igor
ouvrait la voie à une vengeance de Kiev. Leur prince mâle a décidé d'essayer de résoudre le conflit par des moyens pacifiques et a envoyé une ambassade à Kiev avec une proposition de mariage. Il a proposé à Olga d'épouser, ce qui ferait d'elle la dirigeante formelle des terres drevliennes et pourrait prévenir la guerre. Cependant, Olga avait déjà décidé de punir les Drevlians et leur a répondu de manière astucieuse. Olga a accueilli les ambassadeurs drevlians avec courtoisie et a promis d'examiner leurs propositions. Cependant, selon la chronique, après cela, elle a ordonné de creuser une profonde fosse sur le territoire de son palais. Le lendemain matin, lorsque les ambassadeurs sont venus voir la princesse pour obtenir une réponse officielle, ils ont été soudainement saisis et jetés dans la fosse, où ils ont été ensevelis vivants sous la terre. Ensuite, Olga a envoyé des messagers à Iskorosten, la capitale des Drevlians, avec un message indiquant qu'elle acceptait le mariage, mais qu'il lui était nécessaire que des nobles Drevlians se rendent à Kiev pour discuter des conditions. Ignorant du sort de la première ambassade, les Drevlians ont envoyé une nouvelle délégation composée des meilleurs représentants de leur tribu. À leur arrivée à Kiev, Olga leur a proposé un bain, les invitant à se reposer dans la salle de vapeur chaude. Dès que les Drevlians sont entrés à l'intérieur, les portes ont été fermées et le bain a été incendié. Aucun des membres de la délégation n'a survécu. Cependant, Olga ne s'est pas arrêtée là. Elle a de nouveau envoyé des messagers à Iskorosten, annonçant qu'elle était prête à épouser le prince, mais qu'au préalable, elle exigeait que les Drevlians organisent un grand festin en son honneur pour célébrer sa venue. Lorsque les guerriers de Kiev sont arrivés dans la capitale des Drevlians, les habitants étaient déjà enivrés. À ce moment-là, l'armée d'Olga a attaqué de manière inattendue et a anéanti une grande partie de la noblesse locale. Après l'anéantissement de l'élite drevliane, Iskorosten a continué à résister. En réponse, Olga a utilisé la ruse. Elle a exigé de chaque foyer 3 pigeons et 3 moineaux. Une fois les oiseaux rassemblés, les Kievans ont attaché des torches allumées à leurs pattes et les ont relâchés dans la ville. De retour chez eux, les oiseaux ont apporté le feu dans les nids situés sur les toits et dans les murs fortifiés d'Iskorosten. Rapidement, la ville a été embrasée. Les guerriers de Kiev ont profité de ce moment pour entrer dans le village en flammes et écraser définitivement la résistance. Après avoir réprimé la révolte, Olga a entrepris une réforme fiscale en introduisant des pogosts et des uruks, ce qui a rendu la collecte du tribut fixe et prévisible. Cela a contribué à prévenir de nouvelles révoltes et à renforcer le pouvoir central à Kiev. De plus, elle a établi des relations diplomatiques avec Byzance et a peut-être accepté le christianisme, devenant ainsi la première chrétienne parmi les dirigeants russes. Malgré la résistance à ses efforts pour propager la nouvelle foi, ces initiatives ont préparé le terrain pour la christianisation de la Russe sous le règne de son petit-fils Vladimir. Ainsi, le règne d'Olga a entraîné des changements significatifs dans l'histoire de la Rousse de Kiev. Elle a non seulement vengé la mort de son mari, mais a également posé les bases d'une gestion étatique efficace, transformant la Rousse en un État centralisé, puissant. Après sa mort en 969, le pouvoir dans la Rousse de Kiev est passé à son fils, le prince Sviatoslav Igorevitch. Contrairement à sa mère, qui s'était concentrée sur des réformes administratives et religieuses, Sviatoslav s'est révélé dès son jeune âge comme un guerrier et un chef militaire. Son règne a été marqué par une expansion militaire agressive
augmentant considérablement le territoire d'influence de la Russe, mais a également entraîné l'émergence de nouvelles menaces. Sviatoslav est resté dans les mémoires comme le prince qui a délibérément rejeté un mode de vie sédentaire. Les chroniques le décrivent comme un dirigeant qui n'attachait pas d'importance au palais, au luxe ou aux cérémonies. Au lieu de cela, il préférait mener une vie de campagne, participant constamment à des campagnes militaires. Ce style de gouvernance lui a valu la popularité parmi ses guerriers, qui le respectaient pour sa simplicité et son implication personnelle dans les combats. Selon les descriptions des chroniqueurs, Sviatoslav portait des vêtements ordinaires, lui permettant de se mêler aux soldats, se nourrissait de la même manière que ses guerriers et se trouvait toujours en première ligne de son armée. Le refus de Sviatoslav d'adopter un gouvernement sédentaire était motivé non seulement par ses préférences personnelles, mais aussi par des considérations stratégiques. Il était conscient que la Russe était entourée de voisins agressifs. Au sud, les nomades menaçaient les routes commerciales. À l'est, le khanat khazar, bien qu'affaibli, n'avait pas été détruit, et à l'ouest, l'influence de la Bulgarie et de Byzance se renforçait. Rester à Kiev signifierait se contenter d'une défense passive, tandis que Sviatoslav cherchait à porter des frappes préventives et à éliminer les menaces potentielles avant qu'elles ne deviennent fatales. La première campagne militaire significative de Sviatoslav fut la lutte contre le khanat khazar. Au début de son règne, la Khazarie était en déclin, mais contrôlait encore d'importantes routes commerciales et percevait un tribut des tribus slaves orientales. Le prince comprenait que pour exercer un contrôle total sur les routes du sud et garantir la sécurité des frontières, il était nécessaire d'éliminer l'influence khazare. En 962, Sviatoslav a lancé une campagne militaire contre la Khazarie. Ses troupes ont traversé les terres des Viatiches, auparavant sous le contrôle des Khazars, et ont détruit leur forteresse sur le Don. Ensuite, il a assiégé le principal centre du Khanat, la ville d'Itil, située sur la Volga, qui a été rasée, et ses habitants soit tués, soit expulsés. La destruction d'Itil a mis fin au Khanat khazar en tant qu'entité autonome. Cependant, Sviatoslav ne s'est pas arrêté là. Il a poursuivi son offensive et a pris la forteresse de Sarkel, construite par les Byzantins et les Khazars sur le Don. Cette forteresse est devenue un point d'appui important pour la Russe dans le sud, permettant au prince de contrôler les principales routes commerciales entre l'Europe de l'Est et le Caucase. Après la chute de la Khazarie, son territoire a été occupé par de nouveaux peuples nomades, y compris les Pechenègues, qui constitueront à l'avenir une menace sérieuse pour la Russe. La prochaine étape de l'expansion fut la campagne des Balkans. En 968, cherchant à affaiblir le premier empire bulgare, les Byzantins proposèrent à Sviatoslav de se joindre à la guerre contre la Bulgarie. Le prince accepta, voyant une opportunité de s'établir sur le Danube et d'étendre l'influence de la Russe dans les Balkans. La campagne commença par une invasion rapide de la Bulgarie, où les troupes russes battirent l'armée bulgare et prirent la capitale. Sviatoslav mena si efficacement sa campagne qu'il décida bientôt de rester en Bulgarie et d'en faire un nouveau bastion de son pouvoir. Cette décision était justifiée. La Bulgarie se trouvait au cœur des Balkans et contrôlait des routes commerciales clés, et son contrôle augmentait l'importance de la Russe dans la politique régionale. Cependant, cette décision entraîna un conflit avec Byzance. Auparavant, les Byzantins considéraient Sviatoslav comme un allié utile, mais ils commencèrent maintenant à le percevoir comme une menace. La présence russe en Bulgarie
menaçait les intérêts byzantins dans les Balkans et créait un risque pour Constantinople. En 971, l'empereur Jean Tzimiskès initia une réponse puissante et l'armée byzantine, avec des unités d'élite, envahit la Bulgarie, infligeant une défaite aux troupes de Sviatoslav près de la forteresse de Derostol. Se retrouvant imprudemment dans une situation difficile, le prince fut contraint de conclure un traité de paix par lequel il renonçait à ses prétentions sur les Balkans et promettait de ne pas s'immiscer dans les affaires byzantines. Le retour de Sviatoslav à Kiev s'avéra fatal. Pendant qu'il menait des combats dans les Balkans, les frontières sud de la Rousse restèrent sans protection, ce que profitèrent les Pechenegs. Apprenant la défaite du prince en Bulgarie, le Kankouria organisa une embuscade aux cataractes du Dniepr. Lorsque les troupes russes tentèrent de traverser la rivière, les Pechenegs attaquèrent. Cela entraîna une bataille féroce au cours de laquelle Sviatoslav fut tué. Sa mort résulta d'une erreur stratégique. Absorbé par ses conquêtes, il n'avait pas assuré la protection de ses territoires, ce qui permit aux Pechenegs d'établir leur contrôle sur les frontières sud. La mort du prince provoqua également une crise dynastique en Russe, car ses fils se disputèrent le pouvoir, affaiblissant temporairement le principauté de Kiev. Néanmoins, ces campagnes eurent des conséquences significatives. La destruction du Khanat khazar ouvrit de nouvelles routes commerciales pour la Russe et élimina l'un des principaux concurrents dans la région. Les campagnes balkaniques, bien qu'ayant abouti à une défaite, démontrèrent la puissance de la Russe et sa volonté de participer à la politique internationale. En même temps, elles révélèrent la vulnérabilité de l'État lorsque le leader militaire se concentre uniquement sur l'expansion, oubliant la stabilité intérieure et la défense de ses territoires. Après la mort du prince Sviatoslav en 972, la Rousse de Kiev sombra dans l'instabilité politique. Ses fils, Yaropolk, Oleg et Vladimir, commencèrent une lutte pour le trône, ce qui entraîna une guerre civile sanglante. Le pouvoir central s'affaiblit, l'influence de Kiev sur les tribus dépendantes diminua, et les ennemis extérieurs, principalement les Pechenegs, commencèrent des attaques actives. Pendant cette période troublée, la Russe se trouva sous la pression de plusieurs puissances influentes. À l'ouest, la Pologne et le Saint-Empire romain, germanique, au sud, Byzance menaçait, et à l'est, la Bulgarie-Volga et les restes de la Khazarie. Après la mort de Sviatoslav, le pouvoir fut pris par son fils aîné, Yaropolk. En 975, au cours des luttes internes, son frère Oleg, qui régnait sur la terre des Drevliens, trouva la mort. Vladimir, qui se trouvait alors à Novgorod, fut confronté à une menace et s'enfuit chez les Varegs, espérant obtenir leur aide. En 968, il revint avec une armée de mercenaires, battit Yaropolk et s'empara de Kiev. Ainsi, Vladimir Sviatoslavitch devint le souverain absolu de la Russe, acquérant à la fois le pouvoir politique et sacré en tant que grand prince. Cependant, la conquête du pouvoir ne suffisait pas. La Rousse de Kiev était une fédération de différentes tribus, dont beaucoup conservaient leur autonomie et étaient dirigées par la noblesse locale. Vladimir comprenait que pour renforcer l'État, il fallait non seulement une force militaire, mais aussi une idéologie capable d'unir ses sujets. Dans ce contexte, la question du choix de la religion devint cruciale. Au début du Xe siècle, la Russe restait un État païen, où différentes tribus adoraient leurs propres dieux, tandis que le pouvoir central s'efforçait d'établir un panthéon unique.
Vladimir tenta initialement de réformer le paganisme en élevant le culte de Perun au rang de dieu principal et en organisant à Kiev un sanctuaire où, avec lui, étaient vénérés Strebok, Dojdbok, Simargl et d'autres divinités. Cependant, cette initiative s'avéra inefficace. Les tribus slaves orientales avaient des cultes trop diversifiés et l'imposition d'un panthéon commun ne favorisait pas la consolidation. De plus, la Russie païenne se trouva isolée sur la scène internationale, car à cette époque, les plus grandes puissances mondiales avaient déjà adopté les principales religions. Byzance pratiquait le christianisme orthodoxe, l'Europe occidentale suivait le catholicisme, les États musulmans occupaient l'Est, tandis que le judaïsme restait la foi traditionnelle en Khazarie et chez certaines communautés commerciales. Ainsi, le choix d'une nouvelle religion devint non seulement une question religieuse, mais aussi un pas stratégique pour la Russe. Vladimir comprenait que la christianisation apporterait à la Russe une reconnaissance internationale, renforcerait les liens diplomatiques et accroîtrait l'autorité du pouvoir princier. Selon les chroniques des temps passés, avant le baptême de la Russe, il organisa une sorte de revue religieuse, invitant des représentants de différentes confessions. Les musulmans de la Bulgarie-Volga lui proposèrent d'accepter l'islam, mais Vladimir rejeta cette religion en raison de l'interdiction de consommer du vin en disant « La Russe a besoin de joie. Nous ne pouvons pas boire sans cela. » Les Juifs, selon une des versions, pouvaient être des représentants des Khazars ou des marchands occidentaux, mais Vladimir rejeta leur foi, estimant que l'absence d'un État propre aux Juifs témoignait de la faiblesse de leur religion. Les catholiques du Saint-Empire romain germanique proposèrent de reconnaître l'autorité du pape romain, mais Vladimir ne souhaitait pas être sous l'influence politique de l'Occident. Ce qui l'impressionna le plus, ce furent les ambassadeurs orthodoxes de Byzance, qui décrivirent avec enthousiasme la grandeur de la foi byzantine et des conciles, en particulier celle de Sainte-Sophie à Constantinople. Bien que le récit chronologique ait un caractère légendaire, le fait que Vladimir ait exploré différentes religions témoigne d'une véritable dilemme. En fin de compte, il choisit le christianisme orthodoxe, et cette décision était liée non seulement à des facteurs spirituels, mais aussi à des considérations géopolitiques dont l'alliance avec Byzance fut un élément clé. En 987, un soulèvement éclata à Constantinople, et l'empereur byzantin Basile II se tourna vers Vladimir en lui demandant de l'aide militaire. Le prince accepta d'envoyer des troupes varègues, mais exigea en contrepartie d'épouser la princesse byzantine Anne. Cela représentait un cas sans précédent, car les filles des empereurs byzantins n'avaient jamais auparavant épousé de dirigeants barbares. En 988, Vladimir fut ordonné à Chersonès, une ville byzantine significative en Crimée. Selon la légende, avant son baptême, il devint aveugle, mais retrouva la vue après le rite, ce qui symbolisait sa transformation spirituelle. Il accepta ensuite officiellement le christianisme et commença un baptême à grande échelle de la Russe qui comprenait à la fois des conversions volontaires et des pressions. Les chroniques décrivent que le prince ordonna aux habitants de Kiev de se rassembler sur les rives du Dniepr pour un baptême collectif, et ceux qui refusaient étaient menacés de sanctions. Dans d'autres régions de la Russe, le processus de christianisation se déroula de manière plus complexe. À Novgorod, une résistance émergea, ce qui conduisit à l'exécution des prêtres païens locaux. L'adoption du christianisme eut un impact sur le système de gouvernance. Elle renforça le pouvoir du prince
en fournissant une légitimation religieuse à son règne. La création d'un système idéologique unifié, remplaçant les cultes tribaux disparates, lia la Russe à Constantinople. L'émergence d'une hiérarchie ecclésiastique soumise au patriarche byzantin contribua à l'intégration de la Russe dans le monde chrétien. Le christianisme exerça également une influence significative sur la culture et le droit. Les normes juridiques byzantines commencèrent à se répandre. L'écriture basée sur le cyrillique fut développée et des églises en pierre commencèrent à être construites partout. Les normes morales changèrent également. La polygamie et la vendetta furent interdites et l'institution du mariage acquit une signification sacrée. D'un point de vue de la politique extérieure, l'alliance avec Byzance s'avéra très avantageuse pour la Russe. La troupe varègue envoyée par Vladimir à Constantinople constitua la base des forces d'élite de la garde varègue. La Russe put accéder aux technologies, à l'architecture et à l'art militaire byzantin, tout en renforçant la position de Kiev parmi les puissances européennes. Vladimir maria ses filles à des monarques occidentaux, ce qui permit de créer un puissant réseau diplomatique. Le baptême de la Russe fut un événement marquant de son histoire, déterminant non seulement l'appartenance religieuse du pays, mais contribuant également à sa centralisation, à sa reconnaissance internationale et à son développement culturel. Vladimir Sviatoslavitch est mémorable en tant que « Soleil rouge », un dirigeant qui non seulement élargit les frontières de la Russe, mais posa aussi les bases d'un choix civilisationnel qui définirait le chemin de l'État pour de nombreux siècles. Après la mort du prince Vladimir Sviatoslavitch en 1015, la Rousse de Kiev replongea dans des conflits internes. Les principaux rivaux furent Sviatopolk, qui occupa le trône de Kiev immédiatement après la mort de son père, et Yaroslav, qui régnait à Novgorod. Sviatopolk est mémorable en tant qu'Okaïné, en raison d'un règne marqué par des meurtres et des trahisons, y compris la mort de ses frères Boris et Gleb. Selon les chroniques, il donna l'ordre de les éliminer, craignant qu'ils ne puissent revendiquer le trône. Boris et Gleb devinrent les premiers saints canonisés en russe et furent par la suite reconnus comme martyrs. Séjournant à Novgorod, Yaroslav ne prévoyait initialement pas de s'impliquer dans la compétition pour le trône de Kiev. Cependant, apprenant la mort de Boris et Gleb, il décida de s'opposer à Sviatopolk. La situation était aggravée par le fait que Sviatopolk avait reçu le soutien de son beau-père, le roi polonais Boleslav le Hardi, qui lui avait fourni une armée. En 1016, une bataille eut lieu sur la rivière Alta, entre Sviatopolk et Yaroslav, où Yaroslav remporta la victoire. Sviatopolk fut contraint de quitter Kiev, mais revint rapidement avec une armée polonaise. Lors de combats ultérieurs, il réussit à rétablir temporairement son contrôle. Mais il subit bientôt une nouvelle défaite et fut définitivement expulsé. En 1019, Yaroslav s'affirma sur le trône de Kiev et devint le seul dirigeant de la Russe. Une fois solidement installé au pouvoir, il comprit la nécessité de réformer l'administration de l'État. Au début du XIe siècle, la Rousse de Kiev constituait une fédération de principautés et d'alliances tribales qui conservaient un certain degré d'autonomie. Pour renforcer le pouvoir central, Yaroslav entreprit d'importantes réformes dans le système juridique, les relations internationales et le développement culturel. L'un de ses principaux accomplissements fut la création du premier code de loi écrit de la Rousse de Kiev, la Rouskaya Pravda. Avant cela, le droit coutumier
prévalait, fondée sur les traditions, les tribunaux princiers et les décisions de la Vetcha. Avec l'expansion des territoires et le développement du commerce, la nécessité d'un système de loi unifié se fit sentir. La Russkaya Pravda devint un recueil de normes juridiques couvrant divers aspects de la vie, tels que les transactions commerciales, les relations patrimoniales et les peines criminelles. L'une de ses particularités était l'absence de peine de mort, ce qui la distinguait des codes européens de l'époque. À la place, des amendes pécuniaires et des compensations étaient imposées aux contrevenants au profit des victimes ou du trésor princier. La Russkaya Pravda introduisait également des règles claires concernant l'héritage des biens, ce qui contribua à renforcer la propriété privée. Au fil du temps, ce recueil de lois s'élargit et fut complété, servant de base au développement ultérieur du système juridique en russe. Parallèlement aux réformes internes, Iyaroslav améliorait activement la position internationale de la Russe, utilisant les mariages dynastiques comme l'un de ses principaux outils. Il était lui-même marié à Ingigerd, la fille du roi suédois Olaf, ce qui renforçait l'alliance avec la Scandinavie. Ses filles épousèrent également des monarques de États européens importants. Anna Yaroslavna, en épousant le roi Henri Ier, affirma son statut en tant que reine de France. Anastasia était mariée au roi hongrois André Ier, tandis qu'Élisabeth épousa le roi norvégien Harald le Dur. Ces mariages dynastiques assurèrent à la Russe de Kiev un rôle significatif dans le système politique européen. Alors que d'autres États d'Europe de l'Est commençaient à établir des liens avec l'Europe de l'Ouest, la Russe participait déjà activement aux affaires internationales. L'activité diplomatique d'Iyaroslav rehaussa son autorité et le surnom de beau-père de l'Europe soulignait l'importance de la Russe dans la politique européenne du Xe siècle. Un autre aspect significatif de la politique d'Iyaroslav fut le développement de la culture et de l'éducation. Sous sa direction, la construction de grandes églises en pierre débuta à Kiev, parmi lesquelles la cathédrale Sainte-Sophie se distingua. Ce temple, construit selon des modèles byzantins, devint non seulement le centre de la vie religieuse, mais aussi un dépôt de chroniques, de livres et de la chancellerie princière. Iyaroslav contribua au développement de la culture du livre en fondant à Kiev la première bibliothèque près de la cathédrale Sainte-Sophie et en organisant des écoles pour former de futurs scribes, prêtres et fonctionnaires. Sous sa direction, la chronistique adopta une approche systématique, ce qui permit de préserver de nombreuses données historiques sur la Russe de cette époque. Les divertissements liés à l'urbanisme jouèrent également un rôle significatif. Kiev était renforcé par de massives murailles, de nouvelles routes étaient construites, et le commerce se développait activement. Iyaroslav portait également attention à d'autres villes de la Russe, telles que Novgorod, Tchernigov et Polotsk, en contribuant activement à leur développement en tant que centres administratifs et culturels importants. Sous le règne d'Iyaroslav le Sage, il devint évident qu'il était de plus en plus difficile de maintenir le contrôle sur les vastes territoires de la Russe, chaque région ayant ses propres intérêts et aspirant à une plus grande indépendance. Le dernier souverain à avoir réussi pendant un certain temps à restaurer l'unité de l'État fut son arrière-petit-fils, Vladimir Monomakh. Vladimir Monomakh, fils du prince Vsevolod Yaroslavitch et probablement d'une princesse byzantine, commença sa carrière politique de son vivant. En tant que habile chef militaire et diplomate, il savait trouver des compromis. À la fin du XVIIe siècle,
la Russe faisait face à des luttes internes constantes entre les princes et aux invasions des Polovtses, menaçant les territoires du sud. Vladimir s'opposa activement à la menace polovtsienne et chercha à réconcilier les princes. En 107, il convoqua le congrès des princes de Lyubich, qui établit le principe selon lequel chaque prince conserve son domaine. Cela signifiait un abandon du système de la lignée et favorisa la fragmentation féodale, car les princes obtinrent le droit d'hériter de leurs possessions. D'une part, le Congrès arrêta temporairement les guerres civiles, mais d'autre part, il accéléra la formation de principautés indépendantes. Après la mort de Sviatopol Kislavitch en 1113, le trône de Kiev se retrouva vacant, et les habitants de Kiev appelèrent eux-mêmes Vladimir Monomakh à revendiquer le titre de grand prince. Cela constitua un précédent significatif, car Kiev ne passait plus simplement selon le principe dynastique. Ses habitants participaient activement au choix de leurs dirigeants. En acquérant le titre de grand prince, Vladimir parvint à établir la stabilité dans le pays. Il mena des campagnes militaires réussies contre les Polovtses, rétablit les liens commerciaux et mit en œuvre des réformes administratives pour renforcer le pouvoir princier. L'un des monuments significatifs de cette époque est son enseignement à ses enfants. L'une des premières œuvres de la littérature ancienne russe, où il guide ses descendants vers une gouvernance juste, condamne la cruauté et la cupidité, et souligne l'importance de prendre soin des sujets et de protéger l'État. Ce texte offre un aperçu unique des perspectives du dirigeant russe au début du XIIe siècle. Après la mort de Vladimir Monomakh en 1125, son fils, Mstislav le Grand, parvint à maintenir l'unité de la Russe pendant encore quelques années, poursuivant la politique de son père et s'opposant activement aux menaces extérieures tout en réprimant les révoltes princières. Cependant, avec sa mort en 1132, un processus irréversible de fragmentation féodale commença, affaiblissant le pouvoir du grand prince de Kiev. L'une des principales raisons de la dissolution de l'État fut l'isolement économique des principautés individuelles, alors qu'au Xe et au début du XIe siècle, Kiev était le principal centre commercial et politique de la Russe. La situation changea au XIIe siècle. Des villes comme Novgorod, Polotsk, Vladimir, Galitch, Tchernigov et Smolensk acquérèrent leur autonomie économique et cessaient de dépendre de Kiev. Les invasions constantes des Polovtses rendèrent les terres du Sud vulnérables, ce qui diminuait l'attractivité de Kiev en tant que centre de pouvoir. Après la mort de Mstislav le Grand, la Russe se divisa définitivement en plusieurs grandes principautés, chacune suivant son propre chemin. Au XIIe siècle, les principales entités étatiques devinrent les principautés de Vladimir Souzdal, de Galitch-Volhynie, de Tchernigov, de Polotsk et la République de Novgorod. La principauté de Vladimir Souzdal, située dans la partie nord-est de la Russe, devint l'un des centres de la puissance politique et ses dirigeants s'efforcèrent de renforcer le pouvoir princier. Youri Dolgorouki, fils de Vladimir Monomakh, tenta à plusieurs reprises de s'imposer à Kiev, mais son règne fut de courte durée. Un événement marquant fut l'influence de son fils, Andrei Bogolyubski. En 1157, il déplaça la capitale de la principauté de Souzdal à Vladimir sur la Kliazma. En 1169, Andrei organisa une expédition contre Kiev, captura la ville et la pilla. Mais au lieu de gouverner à Kiev, il retourna à Vladimir, confirmant ainsi définitivement la perte de Kiev en tant que centre politique de la Russe.
Dans la partie sud-ouest de la Russe, un puissant État de Galitch-Volhynie se forma. Au XIIe siècle, Galitch et Volhynie devinrent d'importants centres économiques, commerçant activement avec la Pologne, la Hongrie et le Saint-Empire romain germanique. C'est ici que s'établit la dynastie des descendants du prince Roman Mstislavitch, qui unifia ces terres à la fin du XIIe siècle. Cependant, après sa mort, une lutte pour le pouvoir commença, qui ne prit fin qu'avec l'accession au trône de son fils Daniyil de Galitch, devenu le premier prince russe couronné selon le modèle de l'Europe occidentale. Les principautés de Tchernigov et de Polotsk conservaient une importante influence politique. Cependant, les conflits internes constants ne leur permirent pas de créer un État stable. Tchernigov demeurait l'une des grandes villes de la Russe, mais ses princes ne pouvaient rivaliser avec les dirigeants des principautés de Vladimir Souzdal et de Galitch-Volhynie. La principauté de Polotsk développait le commerce avec la région balte et établissait progressivement des liens plus étroits avec la Lituanie. Novgorod jouait un rôle clé en tant que république, qui s'établit définitivement au Xe siècle. Contrairement aux autres principautés russes, où le pouvoir était entre les mains des dynasties princières, ici, la gestion était assurée par des boyards et des marchands. L'institution politique principale était le Veche, une assemblée populaire. Le pouvoir exécutif était exercé par le posadnik, tandis que l'archevêque de Novgorod était responsable des finances et des affaires judiciaires. L'économie unique de la ville contribua à la formation de la République novgorodienne. Novgorod était le plus grand centre commercial de la Russe, participant au système de la Ligue hanséatique et menant activement des échanges avec l'Europe. Contrairement aux dirigeants d'autres terres, l'élite novgorodienne n'avait pas besoin d'un pouvoir princier fort et conserva son autonomie. Ainsi, malgré les efforts de Vladimir Monomakh et de ses successeurs pour unifier le pays, le processus de fragmentation féodale de la Russe devint irréversible. Kiev perdit son statut de principal centre politique et les grandes principautés commencèrent à se développer de manière autonome. Cela favorisa la croissance économique de certaines régions, mais rendit également la Russe plus vulnérable aux menaces extérieures. Cette faiblesse conduira bientôt à l'une des épreuves les plus graves de l'histoire, l'invasion mongole. Après la désintégration de la Rus de Kiev et le renforcement des principautés individuelles sur la scène politique d'Europe de l'Est, une nouvelle force émergea, l'Empire mongol. Les grands descendants de Gengis Khan créèrent un État au cours de la première moitié du XIIIe siècle, s'étendant du Pacifique aux frontières européennes. Leur expansion fut rapide et dévastatrice, et au début des années 1230, les principautés russes se retrouvèrent sur le chemin de cette puissante machine militaire. L'invasion mongole de la Russe fut le résultat de plusieurs facteurs, parmi lesquels la principale cause était la fragmentation politique des terres russes. Après la mort de Mstislav le Grand en 1132, la Russe perdit son unité et se divisa en États pratiquement indépendants. Chaque prince cherchait à renforcer son pouvoir dans sa principauté, entraînant une lutte constante pour les terres, les trônes et l'influence. L'animosité entre les princes affaiblissait le potentiel défensif global de la Russe, et l'absence d'un commandement centralisé compliquait la coordination des actions contre l'ennemi extérieur. Un autre facteur de la défaite fut la supériorité militaire des Mongols. L'armée de Gengis Khan et de ses successeurs était considérée comme l'une des plus organisées et efficaces de l'histoire.
Elle était structurée selon un strict principe décimal, où chaque unité se composait de dizaines, de centaines et de milliers de guerriers, ce qui permettait de gérer efficacement de grandes forces. Les Mongols utilisaient des tactiques complexes de guerre, y compris des manœuvres rapides, des retraits simulés, des opérations de siège et une pression psychologique sur l'ennemi. Le renseignement jouait également un rôle crucial, car ils étudiaient à l'avance le terrain et les faiblesses de leurs adversaires. De plus, l'armée mongole était bien équipée. Les archers montés pouvaient attaquer à distance, évitant ainsi le combat rapproché, tandis que les ingénieurs, ayant adopté des technologies des Chinois et des Perses, construisaient de puissantes machines de siège. Une bataille à grande échelle entre les princes russes et les Mongols eut lieu en 1223 sur la rivière Kalka. Les princes russes s'étaient unis aux Polovtsiens dans l'espoir d'arrêter l'ennemi, mais ils ne parvinrent pas à élaborer une stratégie commune et agirent de manière désordonnée. Les Mongols utilisèrent la tactique du retrait simulé, attirant les forces russo-polovtsiennes dans un piège et leur infligeant une lourde défaite. Le prince de Kiev, Mstislav Romanovitch, fut capturé et exécuté, tandis que ses alliés périrent sous les planches en bois où les chefs mongols organisèrent un festin. Cependant, après leur victoire, les Mongols quittèrent la Russe et retournèrent dans les steppes, ce qui créa chez les princes russes une fausse impression que la menace était passée. L'invasion à grande échelle commença en 1237, lorsque le Khan Batu, petit-fils de Gengis Khan, traversa la Volga avec une immense armée et attaqua les principautés russes. Les premières à subir l'assaut furent la principauté de Ryazan, qui après un siège de 6 jours, fut complètement détruite. Son prince, Yuri Ingvarevitch, périt, et la population perdit sa liberté ou fut tuée. Après Ryazan, ce fut au tour de Kolomna, Moscou et Vladimir. En 1238, les Mongols se dirigèrent vers le sud, capturant Torjok et écrasant les forces unies des princes russes sur la rivière Sit. Le grand prince de Vladimir, Yuri Vsevolodovitch, qui tentait d'organiser la résistance, fut tué au combat. Au printemps 1238, la majeure partie de la Russe du Nord-Est avait été anéantie. L'objectif principal des Mongols était Kiev, qui, bien qu'ayant perdu sa grandeur d'antan, restait un symbole important de la Russe. En 1240, l'armée mongole assiégea la ville. Les habitants de Kiev firent preuve d'une résistance acharnée, mais le rapport de forces était déséquilibré. Après plusieurs jours d'assaut, les Mongols parvinrent à s'emparer de la ville, la soumettant à une destruction totale. Les chroniqueurs rapportent qu'après la chute de Kiev, seule une petite partie des habitants survécut. L'ancienne capitale de la Russe, autrefois l'une des plus grandes villes d'Europe, se transforma en tas de ruines. Après la capture de Kiev, l'armée mongole poursuivit sa marche vers l'ouest. En 1241, elle écrasa les forces unies de Pologne et de l'ordre teutonique lors de la bataille de Płowce, puis infligea une défaite au roi hongrois Béla Ier dans la bataille sur la rivière Saljo. Cependant, en 1242, après la mort du grand Khan Ujedi, Batu interrompit ses campagnes en Europe et retourna dans la région de la Volga, où il fonda la Horde d'Or. Après la fin de l'invasion, la Russe se retrouva sous le pouvoir du camp mongol, bien qu'il n'y ait pas eu d'occupation directe. Les Mongols préférèrent gouverner les terres conquises par le biais d'un système de dépendance vassale. Les princes russes devaient reconnaître la suprématie du Khan, payer un tribut et recevoir de sa part des lettres de nomination pour le pouvoir princier. En conséquence,
le grand prince de Kiev perdit son influence et le centre de la vie politique commença à se déplacer vers la Russe du Nord-Est, où Vladimir et Moscou se renforçaient. La domination mongole exerça une influence significative sur l'organisation politique de la Russe, favorisant particulièrement le renforcement du pouvoir centralisé. Le grand prince ne pouvait plus agir de manière indépendante, car il était tenu de recevoir un mandat du Khan, ce qui s'appelle l'indépendance traditionnelle des princes. Cette situation contribua à la montée des tendances autoritaires, les dirigeants bénéficiant du soutien de la horde, renforçant leur pouvoir en réprimant l'opposition des boyards. La dépendance à l'ordre augmenta également le fardeau fiscal. Les Mongols mirent en place un système de recensement pour un comptage précis des sujets et la collecte du tribut. Au départ, cette tâche était effectuée par des baskaks mongols, mais par la suite, la collecte du tribut fut confiée aux princes russes, ce qui contribua à renforcer leur pouvoir au sein des principautés. La domination mongole influença les changements dans l'art militaire. Les princes russes adoptèrent les tactiques de combat à cheval mongol, le modèle de gestion centralisée de l'armée et divers éléments de la technique de siège. Cependant, les constantes guerres civiles entre les principautés empêchèrent la formation d'une armée unifiée, ce qui ralentit le processus d'unification de la Russe. Malgré son impact dévastateur, l'influence mongole a aidé la Russe à établir des liens commerciaux internationaux avec l'Empire mongol. Les marchands russes purent commercer avec les pays de l'Est et les villes situées sur les routes commerciales clés commencèrent progressivement à retrouver leur position. Au XVe siècle, l'influence de l'ordre commença à s'estomper et le principauté de Moscou commença à occuper une position clé dans la lutte pour l'indépendance. La bataille de Koulikovo en 1380 fut un moment décisif et à la fin du siècle, la Russe parvint finalement à se libérer du joug tatar. L'invasion mongole s'avéra être l'un des événements les plus dévastateurs de l'histoire de la Russe, détruisant des centaines de villes, sapant l'économie et provoquant une crise démographique tout en modifiant le paysage politique. Néanmoins, elle marqua le début de la centralisation du pouvoir, ce qui joua par la suite un rôle important dans la formation de l'État moscovite. Après l'invasion mongole, la Russe devint fragmentée et affaiblie. Cependant, au cours des 2 siècles suivants, un processus de réunification progressive des terres russes commença. La question la plus importante de cette époque fut la rivalité pour le titre de grand prince, qui garantissait non seulement la prééminence parmi les princes, mais aussi le droit de collecter le tribut pour la Horde d'Or. Au XVe siècle, la lutte pour le leadership s'intensifia entre 2 principautés, Moscou et Tver. La principauté de Tver, située dans les hauteurs de la Volga, devint l'une des plus riches et influentes de la Russe. Après la destruction de Kiev et l'affaiblissement de Vladimir, elle revendiqua le centre des terres russes. Les princes de Tver aspiraient à mener une politique indépendante, cherchant activement des alliés parmi les États occidentaux, en particulier la Lituanie. Cette tendance suscitait des inquiétudes tant au sein de l'État russe que chez d'autres princes russes. La principauté de Moscou, en revanche, adopta une stratégie différente. Les princes de Moscou cherchaient à obtenir le soutien de l'ordre, recevant des khans des chartes pour le grand-duché, ce qui contribuait à renforcer leur influence. De plus, ils utilisaient activement les mariages dynastiques, la force militaire et des mécanismes économiques pour accroître leur territoire. Le moment décisif dans cette confrontation
fut la première moitié du XIVe siècle, lorsque le prince Ivan Danilovitch, surnommé Kalita, entra en lice pour le pouvoir. Régnant de 1325 à 1340, Ivan Kalita joua un rôle important dans l'accroissement de l'influence de Moscou. Son accomplissement majeur fut l'obtention du droit de collecter le tribut de tous les principautés russes auprès du khan ouzbek. Cette situation fit de Moscou le lien entre les terres russes et l'ordre, permettant aux princes moscovites d'accumuler d'importantes richesses et de transformer leur principauté en centre économique de la Russe. Le principal rival d'Ivan Kalita était le prince de Tver, Alexandre Mikhailovitch, qui aspirait également au titre de grand prince. En 1327, un soulèvement contre les collecteurs de tribus mongols eut lieu à Tver, ce qui s'avéra être une erreur fatale pour la ville. Ivan Kalita informa rapidement l'ordre et, s'assurant du soutien du khan, réprima la révolte avec l'aide de l'armée ordinaire. Cela conduisit à la perte d'influence de Tver, tandis que Moscou renforça ses positions en tant que principal prétendant à l'unification de la Russe. La politique d'Ivan Kalita assura la domination économique et politique de Moscou. Il achetait activement des terres auprès des princes et boyards appauvris, élargissant ainsi ses possessions. De plus, il initia la construction de temples en pierre blanche, contribuant à faire de Moscou un centre spirituel de la Russe. Ses fils et petits-fils poursuivirent cette ligne, faisant de Moscou le principal centre d'unification des terres russes. Cependant, la lutte pour l'indépendance de la Russe vis-à-vis de l'ordre commença réellement au siècle suivant, et un événement clé de ce processus fut la bataille de Koulikovo en 1380. Le prince Dmitri Ivanovitch, plus tard connu sous le nom de Donskoy, mena l'armée russe unifiée à Tver contre Mamaï, l'un des prétendants au pouvoir dans la Horde d'Or. Mamaï, n'ayant pas le soutien du centre de l'ordre, forma une armée de mercenaires, comprenant des Génois et des Tatars de Crimée, dans le but de punir Moscou pour son refus de payer le tribut et de restaurer l'influence de l'ordre sur la Russe. Dmitri Donskoy releva le défi et avança ses troupes vers le Don. La bataille sur le champ de Koulikovo eut lieu en septembre 1380. Les Mongols utilisèrent une tactique de retraite feinte, mais le prince russe avait préparé à l'avance une unité de réserve sous le commandement du voïvode Dmitri Bobrok-Volinsky. Au moment décisif de la bataille, cette unité attaqua soudainement les troupes mongoles, ce qui détermina l'issue du combat. Mamaï subit une lourde défaite, son armée se dispersa, et 2 ans plus tard, il fut tué dans l'ordre. Bien que, après la bataille de Koulikovo, la principauté de Moscou n'ait pas atteint une liberté totale vis-à-vis de l'autorité de l'ordre, cette victoire revêtit une grande importance. Elle constitua la première union significative des forces russes contre les Mongols et confirma qu'ils pouvaient être vaincus. Ce succès contribua à l'émergence d'une conscience nationale et renforça le rôle de leader de Moscou parmi le peuple russe. La libération définitive du joug ordinaire ne se produisit qu'en 1480, lorsque le grand prince Ivan II refusa de payer le tribut au khan Akhmat, lui lançant ainsi un défi. Akhmat décida de punir Moscou et envoya ses troupes en Russe. Les 2 armées se rencontrèrent sur la rivière Ougra, mais, contrairement à la bataille de Koulikovo, aucun combat majeur ne s'y déroula. Pendant plusieurs semaines, les 2 parties attendirent le moment propice pour attaquer. Cependant, le khan Akhmat finit par se retirer, n'osant pas lancer l'assaut. Cet événement est entré dans l'histoire sous le nom de la confrontation sur l'Ougra.
et symbolisa la rupture définitive de la Russe avec la Horde d'Or. Après la libération de la Russe du joug ordinaire en 1480, le grand prince de Moscou, Ivan Péduso, fut confronté au problème de l'unification des terres russes. Ses prédécesseurs, à commencer par Ivan Kalita, avaient renforcé l'influence de Moscou, mais la Russe demeurait fragmentée. Chaque principauté était dirigée par des princes apanagés, qui, bien que soumis formellement à Moscou, conservaient une autonomie significative. Ivan II se fixa pour objectif de créer un État centralisé avec un pouvoir absolu pour le prince et l'élimination des gouverneurs locaux. Un obstacle majeur à cet objectif était le système des apanages, selon lequel les terres du grand prince étaient partagées entre ses fils, ce qui favorisait les conflits internes et affaiblissait le pouvoir central. Ivan II rompit avec cette tradition en refusant de diviser le pays entre ses fils. Ivan II commença à mettre en œuvre une politique d'élimination des principautés apanagées, les remplaçant par un système de gouverneurs responsables devant Moscou. La première étape significative dans cette direction fut l'annexion de la principauté de Iaroslavl en 1463, après quoi Rostov et Viatka furent également rattachés à Moscou. Cependant, le principal obstacle demeurait la grande ville de Novgorod, le plus grand centre commercial de la Russe et un État républicain avec une aristocratie riche, ayant des liens étroits avec la Ligue hanséatique. La République de Novgorod conserva longtemps son indépendance et résista à l'influence moscovite. En 1471, les boyards novgorodiens, craignant la montée en puissance de Moscou, tentèrent d'établir une alliance avec le Grand-Duché de Lituanie. Ivan II perçut cela comme une menace et déclara la guerre. En 1468, lors de la bataille sur la rivière Chilona, les troupes moscovites remportèrent une victoire décisive sur la milice novgorodienne. Après cela, Novgorod reconnut l'autorité de Moscou, et en 1479, Ivan II abolit définitivement le régime républicain en fermant Levech, en expulsant les boyards et en déplaçant des milliers de Novgorodiens vers les régions centrales de l'État moscovite. La chute de Novgorod accéléra le processus d'unification des terres russes. En 1494, le fief du prince de Tver fut aboli, et au début du XVe siècle, tous les fiefs étaient sous le contrôle total de Moscou. Ainsi, Ivan II acheva le processus d'unification des terres russes, entamé dès le Xe siècle. Pour administrer les territoires unifiés, de nouveaux mécanismes étaient nécessaires, et Ivan II entreprit une réforme administrative majeure qui devint la base de la bureaucratie moscovite. La première étape fut le renforcement du pouvoir des gouverneurs, représentants du grand prince dans les districts. Auparavant, ils agissaient en tant que dirigeants autonomes, mais avec la réforme, leurs fonctions furent strictement définies. Ils étaient responsables de la collecte des impôts, des affaires judiciaires et du contrôle de l'aristocratie locale, tout en restant entièrement dépendants de Moscou. Sous Ivan Ier, la première codification des lois débuta. En 1497, le code judiciaire fut adopté, le premier recueil officiel des lois de l'État moscovite. Il organisa le système judiciaire, établit des normes fiscales et définissait les peines pour divers crimes. Ce code introduisit pour la première fois une restriction sur le passage des paysans entre propriétaires, et l'instauration du jour de Yuriev constitua le premier pas vers leur asservissement. Ivan II renforça le rôle des ordres, responsables de divers domaines de l'administration publique. Bien que ces ordres n'aient pas encore acquis l'importance qu'ils obtiendront sous Ivan le Terrible, c'est durant l'époque d'Ivan Ier
que leur formation en tant qu'institution étatique clé commença. L'un des événements les plus marquants du règne d'Ivan II Sams fut son mariage avec la princesse byzantine Sophie Paléologue. Bien que l'Empire byzantin ait cessé d'exister après la chute de Constantinople en 1453, sa dynastie demeurait influente parmi les peuples orthodoxes. Sophie, nièce du dernier empereur byzantin Constantin XI, devint le symbole de cette union. Le mariage avait une signification non seulement dynastique, mais aussi idéologique, car Ivan II commença à utiliser la symbolique byzantine, en particulier l'aigle à 2 têtes, qui devint l'emblème de l'État moscovite. Dans la société, l'idée s'imposa que Moscou, après la chute de Rome et de Constantinople, devenait le nouveau centre du christianisme. Ainsi, se forma la conception de Moscou, le 3e Rome, selon laquelle le prince de Moscou était considéré comme l'héritier des empereurs byzantins et le seul souverain orthodoxe légitime. L'influence de Sophie Paléologue se fit également sentir à la cour de Moscou. Avec son aide, des architectes italiens vinrent à Moscou pour participer à la construction du Kremlin. C'est sous Ivan Perl qu'un nouveau Kremlin en briques fut édifié, avec de puissants murs et des tours, ainsi que des cathédrales qui devinrent le symbole de la puissance de Moscou. Ivan II menait une politique extérieure active, cherchant à étendre les frontières de l'État moscovite. À cette époque, le principal adversaire de Moscou était le Grand-Duché de Lituanie, qui possédait d'importants territoires des anciennes terres russes, tels que Kiev, Smolensk et Tchernihiv. Lors des guerres russo-lituaniennes, à la fin du XVe siècle, Ivan II augmenta considérablement le territoire de l'État moscovite. En 1499, Vyazma, Tchernihiv, Briansk et d'autres villes furent annexées à Moscou. L'un des événements clés de son règne fut la confrontation sur l'Ougra en 1480. Après le refus de payer un tribut à la Horde d'Or, le Khan Akhmat tenta de contraindre Moscou à se soumettre par la force. Ses troupes se positionnèrent près de la rivière Ougra, mais l'armée russe, occupant des positions avantageuses, empêcha le passage de l'ennemi. Pendant plusieurs semaines, les deux armées restèrent face à face, après quoi le Khan Akhmat fut contraint de se retirer. Cet événement devint un symbole de la conclusion du règne mongol. Après la confrontation sur l'Ougra, les princes de Moscou cessèrent rapidement de reconnaître l'autorité de la Horde et affirmèrent définitivement leur indépendance. Le règne d'Ivan II fut une période de changement significatif. Il abolit les principautés féodales, créa un État centralisé, renforça le système administratif, posa les bases de la réglementation législative et étendit le territoire de Moscou. Le mariage d'Ivan II avec Sophie Paléologue contribua à l'émergence de l'idée de Moscou, le 3e Rome, tandis que la construction du Kremlin et le développement du système des ordres posèrent les bases de la formation de l'État russe futur. Grâce à ces réformes, le duché de Moscou se transforma en un puissant État centralisé, prêt à une croissance et à des changements que poursuivit son petit-fils, Ivan le Terrible. Après la mort d'Ivan II et de son fils, Vassilis II, l'État moscovite continua de se renforcer. Cependant, avec l'accession au trône d'Ivan IV, connu sous le nom de Terrible, débuta une époque de changement significatif. Son règne marqua un tournant clé, lorsque la Russie se forma définitivement en tant qu'État centralisé et autocratique. Cependant,
Cette période fut également marquée par l'un des épisodes les plus cruels de terreur intérieure. Ivan le Terrible est connu comme réformateur et conquérant, mais aussi comme despote, dont la peur des conspirateurs entraîna des répressions massives. Ivan naquit en 1130 dans la famille du grand-duc Vassili II et d'Hélène Glinskaya. À l'âge de 3 ans, il perdit son père, après quoi débuta une longue période de gouvernement des boyards. La régente du jeune Ivan fut sa mère, qui cependant mourut soudainement en 1538, probablement empoisonnée. Cela entraîna une lutte acharnée pour le pouvoir entre les clans de boyards des Chouïski, des Belski et des Glinski, qui utilisèrent le grand-duc comme une marionnette. Ivan grandit dans une atmosphère de cruauté et d'intrigue de la part des boyards, ce qui influença fortement son caractère, cultivant sa méfiance envers l'aristocratie et sa dureté dans sa quête de pouvoir. En 1547, Ivan épousa Anastasia Romanovna, membre de la famille Romanov, qui deviendra par la suite la dynastie royale. La même année, dans la cathédrale de l'Assomption du Kremlin de Moscou, il fut couronné. Cet événement revêtit une grande importance, car Ivan devint le premier souverain russe à porter le titre de tsar. À partir de 1549, il commença à gouverner l'État de manière autonome. Ce titre symbolisait la continuité du pouvoir des empereurs byzantins et soulignait le caractère sacré de son règne. Désormais, il se présentait au-dessus des autres princes russes et des monarques d'Europe occidentale, ces derniers étant simplement appelés rois en Moscovie. La première période du règne d'Ivan le Terrible fut marquée par des réformes visant à renforcer l'État. Dans les années 1550, le premier Zemski Sobor fut convoqué, composé de représentants de la noblesse, du clergé et des citadins. Bien que cet organe consultatif n'ait pas eu de pouvoir législatif, il devint un outil important de communication entre le tsar et les différentes couches de la société. Parallèlement, des réformes furent mises en œuvre dans le système de gestion locale. Les gouverneurs et les volostes, qui auparavant détenaient des pouvoirs considérables, commencèrent désormais à recevoir un salaire fixe et perdirent le droit de prélever des taxes sur la population, ce qui contribua à réduire le niveau de corruption. Une réforme militaire fut mise en œuvre, aboutissant à la création de l'armée des Streltsi, la première armée permanente équipée d'armes à feu. Les Streltsi recevaient un salaire stable et devinrent un soutien important pour le pouvoir royal. De plus, une réforme judiciaire fut instaurée, transférant une partie des pouvoirs judiciaires à des représentants élus de la population locale, ce qui contribua à limiter le pouvoir des boyards. En 1550, un nouveau code judiciaire fut approuvé, organisant le système fiscal, limitant l'arbitraire des gouverneurs et renforçant le contrôle de l'État sur les procédures judiciaires. À partir du milieu des années 1560, la politique d'Ivan le Terrible subit des changements radicaux. En 1564, il quitta soudainement Moscou et se rendit à l'Alexandrovskaya Sloboda, annonçant l'impossibilité de gouverner en raison de la trahison des boyards. Cependant, quelques mois plus tard, il revint, établissant de nouvelles règles. Ivan annonça la création de l'Oprichnina, un système de gouvernance qui divisa le pays en 2 parties. La terre, où le pouvoir des boyards traditionnels était maintenu, et l'Oprichnina, qui était sous son contrôle direct. Initialement conçue comme une lutte contre la noblesse, l'Oprichnina se transforma rapidement en un terrorisme de masse, au cours duquel des familles célèbres, telles que les Staritsky, les Vorotinsky et les Glinski, furent anéantis. En 1561, Ivan le Terrible organisa une exécution de masse
à Novgorod, soupçonnant les habitants de complicité avec la Lituanie, ce qui entraîna la mort de milliers de personnes, selon diverses sources, et la ville fut détruite. Dans le même temps, la Russie poursuivait la guerre de Livonie, commencée en 1558, dans le but d'obtenir un accès à la mer Baltique. Au cours des premières années, les troupes russes réalisèrent des succès significatifs, s'emparant de Narva, de Derpt et de plusieurs autres villes. Cependant, la Pologne-Lituanie, la Suède et le Danemark s'unirent rapidement contre la Russie. Le roi polonais, Stefan Batory, mena des campagnes réussies et assiégea Pskov en 1581. Malgré une résistance désespérée, la Russie s'épuisa à cause de la guerre et conclut en 1583 la paix de Jam-Zapolski, par laquelle elle perdit tous les territoires conquis. Dans les dernières années du règne d'Ivan le Terrible, le pays traversait une grave crise. L'oprichnina et les guerres avaient sapé l'économie, entraînant une diminution de la population et le déclin de nombreuses villes. En 1581, dans un accès de rage, Ivan le Terrible tua son fils aîné, un événement tragique pour la dynastie. Le règne de Fiodor Yohannovitch, moins énergique, débuta, tandis que le pouvoir réel passa à Boris Godunov. Le règne d'Ivan le Terrible constitue une étape clé dans l'histoire de la Russie. Il renforça le despotisme, entreprit des réformes administratives et fonda la première armée régulière. Néanmoins, sa brutalité et son terrorisme sapèrent la confiance envers le pouvoir, tandis que la guerre de Livonie démontra que la Russie avait un long chemin à parcourir pour atteindre le statut de grande puissance européenne. Ivan le Terrible est entré dans l'histoire comme l'un des dirigeants les plus controversés, alliant des réformes impressionnantes et des succès militaires à un despotisme et à des répressions massives. Au cours de 5 siècles, depuis le prince Oleg jusqu'au règne d'Ivan le Terrible, la Russe a parcouru un chemin immense, passant de principautés disparates sous l'influence de forces extérieures à un État centralisé et autocratique. Cette période fut marquée par des changements significatifs, avec la formation des institutions clés de l'État russe, le renforcement du pouvoir tant des princes que des tsars, ainsi que le développement de la diplomatie, de l'art militaire et de la culture. Le développement interne fut accompagné de crises, de réformes et de conflits. Initialement, les terres russes s'unissaient autour de Kiev, mais la fragmentation et les guerres civiles affaiblirent leur puissance, les rendant vulnérables à l'invasion mongole. La domination tataro-mongole, pendant 2 siècles, a placé la Russe dans une situation de dépendance, mais a également favorisé sa transformation politique. Dans le contexte de la domination ordinale, le pouvoir centralisé des princes moscovites a commencé à se former, devenant progressivement le système dominant dans les terres russes. Dans ce processus, des figures telles qu'Ivan Kalita, Dmitri Donskoy, Ivan II et Ivan le Terrible ont joué un rôle significatif. Les princes moscovites non seulement libérèrent la Russe du pouvoir de l'Orda, mais posèrent également les fondations de l'État russe futur. Ivan Kalita a contribué à la prospérité économique de Moscou. Dmitri Donskoy a démontré que les Russes étaient incapables de résister à l'Orda. Ivan II en a définitivement rompu la dépendance mongole, unifiant les terres russes et affirmant Moscou comme le centre du monde orthodoxe. En même temps, Ivan le Terrible a renforcé le despotisme et mis en œuvre des réformes significatives, mais son oprichnina et ses répressions ont provoqué une grave crise démographique et économique. Les facteurs externes ont eu un impact sur la Russe tout autant que les facteurs internes. Les guerres constantes avec la Lituanie, la Pologne,
la Suède et le Khanat de Crimée ont exercé une influence significative sur la politique des princes moscovites. Le désir d'ouvrir un accès aux mers Baltique et Noires est devenu l'un des principaux objectifs stratégiques, mais aucune solution définitive n'a été atteinte durant cette période. La Russe s'est retrouvée isolée de l'Europe, ce qui a ralenti son progrès technologique et son intégration dans le commerce international. L'héritage de ces dirigeants suscite des sentiments contradictoires. Ils ont posé les bases de l'État russe, renforcé le pouvoir monarchique et créé un système juridique avec une armée professionnelle. Cependant, leurs erreurs se sont révélées catastrophiques. Les princes de Kiev n'ont pas réussi à maintenir l'unité, ce qui a facilité la conquête mongole. Les tsars moscovites ont renforcé le despotisme, mais cela s'est fait au prix de répression brutale et d'un affaiblissement de l'aristocratie. La guerre de Livonie, sous le règne d'Ivan le Terrible, a épuisé le pays et conduit à une crise politique connue sous le nom de « temps des troubles ». Cependant, malgré ces bouleversements, cette période a constitué la base de l'État russe futur. C'est à ce moment-là que s'est formée la compréhension du pouvoir, du territoire et du peuple qui a influencé le développement de la Russie pour de nombreux siècles à venir. L'histoire de la Russe montre que la stabilité interne, l'unité et une gestion efficace sont fondamentales pour la survie et le développement d'un État. Dans l'ère suivante, la Russie deviendra une grande puissance, mais son chemin vers cet objectif sera long et difficile.